Bonjour et bienvenue sur Au bout de la laisse, votre chaîne de podcast dédiée à nos amis à quatre pattes. Je m'appelle Manon et je suis passionnée par le monde canin félin depuis très jeune. Mon but, vous aider et vous faire partager ma vision des choses. Laissez-moi vous emmener dans mon univers. Vous écoutez Au bout de la laisse. C'est parti! Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le podcast Comment choisir son chien. Vous avez l'envie d'un compagnon à quatre pattes qui serait là posé tranquillement à vos pieds. Mais vous hésitez car un animal, certes, c'est des câlins, de l'amour, mais c'est surtout des responsabilités. Voyons ensemble les bonnes questions à se poser avant de vous décider. En premier lieu, est-ce que j'ai du temps à lui accorder à ce toutou? Pour le promener, l'éduquer, mais aussi pour jouer. Que ce soit maintenant ou dans 10 ans, car oui, si vous prenez un chiot, vous vous engagez auprès de lui au moins pendant 10 ans. Alors, si vous aviez prévu, je ne sais pas moi, de devenir ermite ou éleveur d'écureuils au fin fond de l'Alaska, sans rien ni personne, cela risque d'être compliqué d'inclure une boule de poil dans vos projets. Rappelez-vous que pour vous ce sont une dizaine d'années, mais lui vous accompagnera tout au long de sa vie. Deuxièmement, il faudra l'entretenir ce petit chien. Bien le nourrir à sa faim tous les mois, et c'est un budget. Il faudra aussi penser au veto, qui est, on va pas se mentir, une grosse somme lorsqu'on a un chien, car un incident peut vite arriver et vous pouvez vous en sortir pour la moitié d'un SMIC dans le meilleur des cas. Il faudra aussi investir dans un bon équipement, laisse, harnais ou couchage, sans oublier le côté éducation. Peut-être éventuellement faire l'école du chiot ou prendre des cours avec des professionnels si vous rencontrez des difficultés. Pour continuer dans notre lancée, pensons à la période la plus attendue de l'année, les vacances. Mais qu'est-ce qu'on fait de Rex pendant nos vacances? On le fait garder? On l'emmène peut-être avec nous, mais du coup faudra s'organiser pour qu'il puisse nous suivre de partout, sachant que les zones dog-friendly, même si elles tendent à se développer, restent quand même assez rares. Maintenant, parlons des pièges à éviter. Des fausses bonnes raisons de prendre un chien. Non, avoir un chien ne vous rendra pas plus sportif. Et là, je pense que clairement, j'éclate un mythe en 1000 morceaux. Si vous aimez votre canapé, votre chien aimera ce même canapé. Par contre, vous raccourcirez le temps de balade, car ce n'est pas trop votre truc, et Rex finira certainement par ne plus voir que votre jardin. Et là, je vous arrête tout de suite. Non, avoir un jardin ne rendra pas un chien heureux. Car ce même jardin, Rex va le connaître sur le bout de la patte. Chaque touffe d'herbe, chaque trou lui sera familier. Notre cher toutou va certainement s'ennuyer même s'il a 1 ou 2 hectares. Alors, il vaut mieux avoir un chien qui vit en appartement et qui sort 4 fois par jour pour son heure de balade qu'un chien qui sent la même touffe d'herbe tous les jours de toute l'année. Et enfin non, un chien pour Noël, ce n'est pas une bonne idée. Même si vos enfants vous jurent sur tout ce qu'ils ont de plus précieux qu'ils s'en occuperont, vos enfants vont grandir et ne pourront plus s'occuper du chien. Alors si vous-même vous n'étiez pas prêt pour vous occuper d'un chien, évitez la petite boule de poil sous le sapin à Noël. Je clôture le côté rabat-joie sur le fait de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Car oui, je suis sûre qu'il y a plein d'enfants qui s'occupent très bien de leur chien tout au long de leur vie. Mais malheureusement, la boule de poil de Noël se transforme généralement en abandon lors des vacances d'été. Maintenant que vous savez que vous voulez un chien, que vous avez le temps, l'argent et la volonté d'avoir votre propre compagnon, eh bien choisissons un âge, ou plutôt une tranche d'âge. Un chiot, un chien adulte, ou peut-être pourquoi pas un papy. Alors, pourquoi pas prendre un senior? Généralement, un vieux chien aura un plus petit besoin d'activité, 15 ou 20 minutes de sortie 3 ou 4 fois par jour devrait lui suffire. Généralement, ce sont déjà des chiens propres et éduqués. Habituellement, les seniors sont des toutous plutôt calmes,
Sortis de la fleur de l'âge, ils ont souvent un avenir plus court, ce qui peut être un avantage dans certains cas. Je m'explique. Vous êtes retraité et vous désirez partager votre vie avec un chien. Mais vous ne vous voyez pas tout reprendre du début ou avoir un chien adulte trop énergique. Un senior serait alors un bon compromis. D'autant plus qu'il finirait ses jours auprès de vous dans un foyer chaleureux. Il faut aussi aborder les côtés négatifs. Il faudra éviter les escaliers si vous voulez adopter un chien âgé. Ce sont des loulous qui fréquemment ont besoin d'un traitement ou d'un équipement spécifique lié à leur vieillesse. Peut-être qu'avoir un senior ne convient pas à votre mode de vie. Vous êtes quelqu'un de très actif et vous désirez emmener le chien dans vos aventures. Un adulte serait l'idéal. Comme leur aîné, la plupart sont propres et ont des bases d'éducation. Après, encore une fois, chaque chien est différent avec un passé, un présent et un avenir qui lui est propre. Vous tomberez peut-être sur un chien avec des caractéristiques différentes que celles annoncées avant. Un chien adulte, c'est aussi plusieurs années à vivre, encore des milliers d'histoires et d'activités différentes à partager, et de fait, plus d'énergie qu'un papy. J'aimerais que vous gardiez en mémoire qu'adopter un chien adulte ou un senior, c'est adopter également un chien qui a un passé peut-être sombre et difficile. Il y aura certainement des hauts et des bas, des comportements gênants, voire compliqués à gérer, mais c'est aussi la possibilité de trouver la perle rare, de la sortir d'un élevage en prenant un reproducteur réformé, ou de rallumer la flamme d'un senior qui sont bien plus délaissés dans les refuges. Et pourquoi pas leur ouvrir la porte de chez vous et leur laisser une petite place dans votre maison. Venons-en au chiot, cette merveilleuse boule de poil, cette base vierge, facile d'apprentissage, que vous pourrez voir évoluer au sein de votre famille. Ce petit être avec qui il sera si simple de tisser des liens. Après tout, c'est un monde qui s'offre à vous et à votre partenaire à quatre pattes. Mais c'est aussi beaucoup de temps, car un chiot c'est très chronophage si l'on veut l'élever correctement. C'est un bébé qui ne sera peut-être pas encore propre et qui aura toutes les bases à apprendre. Ces bases que vous, humains, devrez lui inculquer pour avoir un chien adulte bien dans ses pattes. C'est une grosse responsabilité et c'est une situation où les petites erreurs peuvent coûter cher. Une mauvaise rencontre, un mauvais ton, et vous vous retrouverez avec un chien choqué, avis de votre voisin ou d'un train qui passe. Je dirais que peu importe vers quelle tranche d'âge vous vous dirigez ou le chien que vous choisirez, l'expérience que vous vivrez sera certainement l'une des plus enrichissantes de votre vie, parce que nous, humains, nous avons beaucoup de choses à apporter à notre compagnon à quatre pattes, mais nos meilleurs amis nous apporteront toujours 3 fois plus. Maintenant que vous avez décidé de l'âge de votre toutou, penchons-nous sur son gabarit. Géant, grand, moyen, petit ou taille, cette fois-ci c'est bien la taille qui compte. Regroupons les petits et les chiens toy dans une même catégorie, celle des chiens de moins de 10 kg. Le petit chien passe généralement partout, au resto, dans les transports, dans les magasins ou encore dans les hôtels. Hors maladie ou autre problème de santé, votre budget croquette sera moins conséquent. Cependant, attention, plus petit ne veut pas dire que votre chien aura un moins gros besoin d'activité, bien au contraire. Prenons l'exemple du Jack Russell qui a été mis très en avant ces dernières années. Ce petit chien de chasse aura une demande en dépenses mentales et physiques bien plus supérieure à celle du bichon havané, même si celui-ci clairement n'est pas en reste. Parlons à présent des chiens moyens. Cette catégorie qui englobe les chiens de 10 à 25-30 kg. Certes, ils passent moins inaperçus, mais ils restent faciles à transporter ou même à emmener en vacances. Comme son collègue, le chien moyen n'appréciera peut-être pas de voir ses besoins oubliés sous prétexte de taille. Vous trouverez des chiens actifs mais aussi casaniers, d'autant plus qu'on me dit dans l'oreillette que le groupe des chiens lourds vient de faire son entrée dans le débat. Les chiens lourds sont globalement des chiens moins actifs. Prenons l'exemple du bulldog anglais qui fait partie de ce groupe très sélect. Il préférera certainement son canapé à des virées en forêt. Alors que le border, lui qui est plus léger,
partira sans aucun doute volontiers à l'aventure avec vous. Je trouve que la catégorie du chien moyen est assez hétérogène. Je pense que vous aurez plus de choix et de chances de trouver votre bonheur. Autour de nos gros chiens. Ceux de plus de 30 kg, ces nounours sans sucre plus faciles à serrer dans nos bras pour faire un gros câlin. Mais qui dit grand chien ne veut pas dire plus actif. Comme leurs copains, il faudra faire une distinction entre chiens lourds et légers. Prenons un matin napolitain. Et non, je ne parle pas du gâteau, mais bien du chien. Il aimera rester des heures à baver dans votre lit, alors que votre braque de Weimar aimera vous accompagner lors de votre running matinal. Le grand chien vous attire plus ? Parfait. Mais mince, votre resto préféré n'accepte pas les trop gros chiens. Bon, c'est pas grave, au pire, on se fera des pâtes. Car oui, les pâtes, c'est clairement la vie. Et c'est surtout un plat peu coûteux. Vous l'aurez compris, sur du gros chien, votre budget sera un peu plus serré. Croquettes, harnais, plus vous verrez grand, plus les prix seront conséquents. N'oubliez pas que la plupart des soins et médicaments vous coûteront plus cher. L'injection d'antibiotiques pour votre bouvier bernois sera plus importante que celle pour votre Yorkshire. Le prix doublera certainement et encore, je dis ça, mais je suis sympa. Comme toujours, l'habit ne fait pas le moine, et je suis sûre que vous trouverez un border pantouflard qui préférera le confort de votre foyer à de longues balades sous la pluie. Vous savez, dans une même portée, les caractères diffèrent et vous trouverez à coup sûr des opposés. Alors dites-vous que dans une même race, aucun individu n'est identique. Bon, c'est bien beau de parler de Jack Russell ou de Border Collie, mais les croisés sont aussi de la partie. Alors, partons dans un chapitre un peu plus complexe où votre cœur balancera très certainement entre un métissage de chiens que vous adorez ou prendre un chien de votre race passion. Avec 10 groupes contenant plus de 350 races de chiens, clairement il faut se le dire, il y en a pour tous les goûts. Les chiens croisés n'ont pas besoin d'en être jaloux d'ailleurs, je vous rappelle que la plupart des races que nous connaissons aujourd'hui sont issues de croisements. La plus grosse partie du travail arrive. Posez-vous pour réfléchir aux caractéristiques d'une race. J'entends par là les grandes lignes, que ce soit au niveau mental, par exemple le caractère, ou physique. Vous êtes plutôt plié et tête écrasée, le carlin sera votre alter ego. L'information sera le maître mot, lecture, partage, prenez tout ce qu'on vous donnera et faites-vous un avis. Évitez les influences néfastes d'autrui et les chiens de mode. Car je suis désolée de vous l'apprendre, mais la mode ne va pas à tout le monde. Combien de Malinois ou de Staffy sont en ce moment même dans les refuges ? Clairement, beaucoup trop. Malheureusement, ils voient passer régulièrement des Huskies ou des Akita, nouvelles races à la mode qui ne sont pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Bref, passons à nos chers métis, costauds, polyvalents, ils ont tout d'une Formule 1. Ils prennent généralement le meilleur de leur race, la perle rare vous me direz. Eh bien, pas si précieux que ça, car si le meilleur ressort, les petits défauts sont quand même omniprésents. Stéréotypons notre prochain exemple. Le mot est un peu compliqué. Un border collie croisé husky sibérien. Vous aurez la machine au travail du chien de berger et du chien de traîneau. L'inépuisable compagnon qui sera le premier devant la porte pour partir découvrir les environs à vos côtés. Cependant, il restera méfiant et sensible et il ne se gênera pas pour partir suivre une piste en forêt en mettant son ouïe extraordinaire en sourdine quand vous tenterez de le rappeler. Après, vous avez des mélanges très éloignés. Impossible de cibler vraiment s'il y aura tel ou tel besoin, comme le Royal Bourbon. Alors, vous n'aurez qu'à vous concentrer sur le caractère du chien qui lui est propre. Dans ce cas-là, vous et vous seul pouvez prendre position. Personnellement, mon cœur bat beaucoup pour les chiens de berger en règle générale, alors que l'idéal de ma moitié reste un chien primitif, un chien de traîneau. Le meilleur moyen de se décider est de savoir à qui vous avez affaire. N'hésitez pas encore une fois à vous informer, vous documenter sur telle ou telle race. C'est vraiment la clé
pour choisir son bon compagnon. Ça y est, vous êtes décidé, votre meilleur ami sera en accord avec votre vie et vos attentes. Mais alors, où trouver Snoopy ? Là aussi, plusieurs chemins s'offrent à vous. Association, refuge, élevage ou particulier. Voyons ensemble de plus près les avantages et inconvénients des différentes voies qui vous conduiront vers l'adoption de votre meilleur ami. L'association, ce groupe de bénévoles qui vous accompagnera corps et âme sur la route du Compatible Match. Globalement, les associations ont un cœur de cible. Galgo, Podenco, chien japonais ou petit roumain. Ce sont des chiens sauvés des rues, affamés par des chasseurs peu soucieux, voire maltraitants. Vous serez bien accompagné pour votre future adoption. Des questions ou des doutes, ce sont des organisations à taille humaine qui vous assurent en général une certaine proximité. Les échanges avec les familles d'accueil sont elles aussi très enrichissantes. Ne vous en privez pas. Je n'enlève pas le fait qu'il y ait de mauvaises associations, mais vous aurez 8 chances sur 10 de vous faire très bien accompagner lors de votre adoption. Ensuite, passons au refuge GSPA. Ils offrent malheureusement plus de candidats de toutes sortes. Si vous n'êtes pas trop arrêté à un physique et que vous marchez plus au caractère voire au coup de cœur, vous trouverez certainement votre compagnon. Prenez le temps de discuter avec les animaliers. Ils connaissent leurs protégés sur le bout des doigts. Bon, il y a quand même un petit point noir qui ressort. La charge de travail des refuges. Ils ont beaucoup de chiens à gérer et ne pourront peut-être pas passer 1 heure au téléphone avec vous si vous avez des doutes. En règle générale, le suivi est quand même moins poussé qu'en asso. Alors, si vous êtes sûr de vous, que ce n'est pas votre première adoption ni votre premier chien, foncez. Montrez à une petite âme qu'il n'y a pas que les barreaux et que de l'autre côté, le soleil brille. Je vais en remettre une couche et j'en suis désolée. Mais accueillir un chien, c'est le prendre en gardant à l'esprit qu'il y a un passé qui vous demandera beaucoup de patience. C'est aussi des progrès considérables qui se verront au présent, mais un futur qui peut sembler si lointain. Tout vient à point à qui sait attendre. Après, si comme moi, vous ne vous sentez pas capable d'assumer un chien avec des bagages assez sombres, vous pouvez toujours trouver un bon éleveur. Et je dis bien un bon éleveur, pas un marchand de chiens, cousin de votre marchand de tapis. Mais qu'est-ce qui définit un bon éleveur ? Procédons avec des gommettes et des cases usine ou bon élevage. À vrai dire, ce n'est pas si facile que ça à expliquer. Je vous donne ma vision des choses avec des pincettes quand même. J'aurais tendance à dire qu'un éleveur qui ne fait pas plus de 3 ou 4 races marque des points. Bon, on met une petite gommette dans la case bon éleveur. Mais néanmoins, s'il y a plusieurs gérants, je peux comprendre qu'il y ait quelques races en plus. Après, qu'on soit bien d'accord, les éleveurs de 12 ou 15 races sont à éviter. La sélection des reproducteurs est bâclée, le profit, clairement, est le maître mot. Passez votre route. 12 races, gommettes dans la case usine. Ensuite, la taille de l'élevage peut être un indicateur. Combien de reproducteurs y a-t-il ? Et là encore, le nombre de personnes travaillant sur l'exploitation peut faire pencher la balance. Partons du principe que l'élevage de votre choix est un cheptel d'une 20aine de chiens. Pour un couple, alors je pense qu'il gagnera sa gommette dans la case bon éleveur. Après, si la personne est toute seule à s'occuper de 50 chiens et qu'il y a un turnover de stagiaires, on peut se poser la question. Ou pas en fait. Allez, gommette dans la case usine. Un petit éleveur vous semble bien à première vue. Prenez contact. Parlez chiens, race et élevage. Demandez si vous pouvez visiter l'élevage. Si sa réponse est non, pour une raison un peu loufoque, fuyez. Cette personne a clairement des choses à cacher. Allez, c'est le moment de l'anecdote, il fallait bien que ça arrive.
je vais vous raconter ma petite conversation avec une éleveuse pas trop claire. Je prends donc mon petit téléphone et j'appelle l'élevage qui me semblait bien en tout point. Je lui demande, est-ce que éventuellement je peux venir faire une visite du site pour me rendre compte un petit peu de la superficie et voir les chiens. Elle me répond gentiment que ça va être compliqué car ils sont en travaux, mais me propose quasi tout de suite après de faire un visio pour pouvoir voir les chiots. Je lui dis que pour moi ce n'est pas grave, je peux venir visiter l'élevage même s'il y a des travaux et même si l'accès est compliqué. Je lui explique que je préfère visiter l'élevage avant de voir ou même de parler chiots. Cette personne me dit qu'elle n'a pas le temps car ils sont en plein travaux et qu'elle me recontactera alors dans la semaine ou après dans le mois, je n'ai pas trop compris car elle s'est mis un petit peu à bégayer en thaïlandais. Bon, en soi, ok, c'est pas un souci, mais à ce moment-là, je commence à relancer une phrase, je ne me souviens plus d'exactement ce que je lui dis, mais elle se met à me raccrocher au nez sans me dire au revoir. Bon, autant vous dire qu'elle ne m'a pas rappelé et que je ne l'ai pas du coup rappelé non plus. Et justement, j'en viens à mon prochain conseil, n'hésitez pas à appeler plusieurs éleveurs. Non, ce ne sont pas tous des ermites asociaux. Écoutez vos sentiments, si ça ne se passe pas bien et qu'il n'y a pas de feeling, alors laissez tomber. Et rassurez-vous, hors pandémie, les éleveurs qui n'ont rien à se reprocher vous ouvrent souvent leurs portes volontiers. Ça y est, un éleveur que vous appréciez vous propose une petite visite guidée. C'est le moment parfait pour regarder les structures et l'état général des chiens. Mettez-vous en tête que ça reste un élevage, avec certainement des boxes qui seront bétonnées. Ne vous attendez pas à voir 25 chiens dans une maison tous ensemble dormant sur un canapé chacun. Si vous ne voyez ni courette, ni parc de détente, ni jardin, demandez comment sont sortis les chiens et tous les combien de temps. Ça vous donnera déjà une idée de la présence ou non du bien-être animal dans cet élevage. Ça y est, le tour de la structure est fini. Votre éleveur vous invite à boire un café. C'est le moment parfait d'échanger avec lui sur tout ce que vous avez retenu de cette race et de l'élevage en particulier. Vous pouvez aussi lui parler des tests de santé, savoir s'ils sont ou non effectués. Si votre interlocuteur a le temps de discuter, bien-être animal, éducation, posez toutes vos questions. Si la personne n'a pas le temps, ne le prenez pas pour vous. Elle a une entreprise à gérer et se fera certainement un plaisir de prendre plus de temps pour vous répondre plus tard ou une prochaine fois par téléphone. Enfin, si le côté exposition et show vous attire, dirigez-vous vers un élevage qui a obtenu des prix ou qui est reconnu dans son domaine pour produire des chiens très esthétiques qui, physiquement, représentent bien la race de vos rêves. Je pense clôturer cette partie éleveur par 2 petits pièges qui seront à éviter. La distance. La distance de l'élevage ne doit pas vous décourager. Faites des kilomètres. Vous avez trouvé un élevage de qualité, partez loin s'il le faut. L'éleveur du village n'a peut-être pas la même vision des choses que vous. Et enfin, cette fucking liste d'attente. Je sais qu'elle est frustrante et qu'elle fait peur, mais voyez le bon côté des choses. Vous aurez le temps de tout préparer et de vous organiser pour l'arrivée de votre chiot. Pour rappel, les éleveurs vendent leurs chiots. Pensez aussi à la partie financière, qui sera plus importante que si vous prenez votre chien dans une asso. Enfin, pour finir, non, les éleveurs n'ont pas que des chiots à vendre. Des adultes de tout âge, réformés avant la reproduction ou alors retraités d'élevage, vous pouvez très bien ne pas prendre un chiot chez un éleveur. Viennent à présent vos pires ennemis, et là je risque d'être un peu virulente. Les animaleries et salons du chiot. Soyons francs et honnêtes, ce ne sont que les vitrines lustrées d'élevage intensif et d'élevage usine. Les chiots sont souvent mal entretenus et vivent dans de mauvaises conditions.
Et en plus de ça, je me suis toujours demandé, mais où est-ce que vont les cheveux quand ils ont dépassé le délai, quand ils ont un peu trop grandi et qu'ils ne rentrent plus dans leur vitrine? Si vous le savez, dites-le moi j'en ai aucune idée. Clairement, les salons du chiot n'ont rien à envier aux animaleries. Entre papier frauduleux et techniques d'achat compulsif affectif, ils se partagent le podium du sans scrupule. Oui, c'est ma nouvelle expression. Parce qu'on la connaît, la méthode de « Vous voulez le prendre dans les bras ?» Nope. Clairement, mauvais bail les gars, n'acceptez pas. N'allez pas dans ce genre d'endroit tout court. Même moi, je serais tentée de prendre un chien tellement j'aurais de la peine. Je voudrais tellement le sortir de là que, en fait, je pense que je les prendrais tous. Ensuite, le particulier. Est-ce que j'ai le droit de dire que le particulier est la première cause d'abandon en France? Non, quand même, je suis un peu mauvaise langue. 2 fois sur 10, c'est quelqu'un de consciencieux qui fera ça par passion ou pour garder la progéniture de sa fameuse petite toutoune adorée. Cette personne se sera renseignée et aura tout mis en place pour que les petits partent dans les règles de l'art. Après, 8 fois sur 10, c'est la folie de la dérive. Chiots vendus trop tôt, sans vaccin, sans identification, tout juste capables de marcher, qu'ils se retrouvent déjà sans leur maman. Sans faire une globalité, ce sont des chiens qui ont des problèmes de santé car le croisement génétique est souvent incompatible. Par exemple, des particuliers qui feraient reproduire du double merle. Allez, je fais mes petites estimations à la louche. 5 fois sur 10, ça sera une portée pour mettre du beurre dans les épinards, à moitié contrôlée et surveillée. Et 3 fois sur 10, ça sera une portée non voulue, arrivée comme ça, par magie, ou du coup on appellera ça un accident. Bon, je n'ai quand même pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, ni même de juger d'où provient votre toutou, c'est votre choix. Moi-même, j'ai commis des erreurs, achat d'un chien par mes parents en salon du chiot, par exemple, mais maintenant que j'ai grandi et que j'ai toutes ces infos, je ne commettrai pas la même erreur 2 fois et c'est ça qui est le plus important. Nous arrivons à la fin du podcast avec l'une des choses, à mon sens, la plus importante pour choisir votre chien. Son caractère. Vous désirez un compagnon plutôt indépendant, social, fougueux, posé ou sensible, travailleur, peu importe. Là, je ne peux pas trop vous aider car c'est à vous de définir ce qui vous correspondra le mieux. Et ensuite, ça sera la structure vers laquelle vous vous tournerez qui vous épaulera et qui vous guidera au mieux vers un compagnon à 4 pattes qui correspondra en tout point avec vos attentes. Enfin, arrivera à un moment donné le choix du sexe de votre compagnon. Je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner, sauf si vous avez déjà un deuxième chien à la maison, qui ne supporte peut-être pas les congénères du même sexe, POC à tous les Akitas de la Terre. Prenez seulement en compte que non stérilisée, une chienne aura ses chaleurs en moyenne tous les 6 mois et un mâle marque et change de comportement selon les hormones qui le travaillent ou les phéromones qui sent. Après, je fais partie du groupe d'illuminés qui pensent que les duos mâle-femelle dépassent les espèces. Je pense qu'un homme créera plus facilement un lien avec une chienne et vice-versa. Mais ce n'est que mon avis et il n'y a absolument rien de scientifique, j'en suis juste convaincue. Ce podcast s'achève. À présent, vous avez toutes les clés en main pour choisir votre chien. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à venir échanger et partager avec moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Salut!